C'est l'heure des jeudis de l'économie. On retrouve Jean-François Baudin et ses invités. Les jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu. Bonjour à tous et bienvenue dans ces jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu avec un format un petit peu particulier aujourd'hui. Les questions sur l'avenir institutionnel sont évidemment l'un des enjeux du scrutin provincial du 12 mai prochain, mais l'autre thème de campagne attendu par les électeurs, ce sont évidemment les questions économiques avec leur déclinaison sur la vie courante. Quelles sont les positions des uns et des autres sur ce sujet? C'est ce dont nous allons débattre avec les trois invités qui sont avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Philippe Blaise de la liste Avenir en Confiance, le député Philippe Dunoyer de la liste Calédonie Ensemble et Jean-Louis d'Angleberme de la liste FLNKS Sud. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation pour débattre autour de ces questions économiques dont on sait, je le rappelle, qu'elles sont très attendues par les auditeurs. Avant peut-être de rentrer dans un débat entre vous, peut-être que vous puissiez nous rappeler rapidement, parce qu'on ne peut pas évidemment décliner chaque programme de façon exhaustive en 10 minutes chacun, mais les lignes de force que vous avez proposées dans ce programme pour les élections provinciales. Alors on va peut-être donner la parole au sortant d'une certaine façon, Philippe Dunoyer. Quels sont les thèmes sur l'actualité économique que vous avez mis en avant sur la liste de Calédonie Ensemble ? Merci de me donner la parole. Plusieurs thématiques à l'adresse à la fois des entreprises, donc de l'économie au sens large, des entreprises bien sûr, et des consommateurs qui sont des acteurs économiques également. Sur l'aspect économique, on est convaincu qu'il nous faut diversifier l'économie calédonienne, donc réduire notre dépendance à l'extérieur, c'est-à-dire aux importations extérieures, notamment en termes alimentaires ou fossiles, ce qui nous amène à proposer d'être beaucoup plus autonome sur ces deux aspects. Donc on a, et j'y reviendrai tout à l'heure si vous me permettez, des propositions à faire très clairement pour développer et atteindre l'autonomie alimentaire et énergétique. La création aussi d'un outil d'investissement et d'épargne en Nouvelle-Calédonie qui, pour nous en tout cas, fait défaut encore aujourd'hui. Bien entendu avec des garanties à apporter à ceux qui détiennent cette épargne pour qu'elle soit évidemment sécurisée, qu'elle apporte une rentabilité naturelle, mais que cette épargne, au lieu d'être investie à l'extérieur, elle soit investie localement. Tout ça au bénéfice des entreprises. Quelques mesures aussi sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir pour aider directement les entreprises dans leur vie quotidienne, soit en proposant d'annualiser le temps de travail, qui est une revendication ancienne et qui permet d'apporter de la souplesse aux entreprises qui sont parfois soumises à des aléas qui nécessitent de changer le temps de travail. De leur permettre aussi d'être moins soumises à l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles sont petites et moyennes entreprises au bénéfice d'un taux réduit de 15%. Donc on a une proposition là-dessus. Et puis simplifier les démarches administratives. Je crois que ça a beaucoup été dit. Et il y a une réalité qui fait que l'empilement des textes, aujourd'hui des démarches, nécessite qu'on se penche auprès des entreprises. Et vous proposez toujours aussi d'augmenter les bas salaires ? Bien sûr, donc ce que je disais tout à l'heure, pardon d'être un petit peu long, donc pour les consommateurs, oui, le pouvoir d'achat bien sûr des salariés en l'occurrence, en augmentant les salaires entre 1,5 SMG, j'ai eu l'occasion de le dire aussi avec un dispositif d'exonération de cotisations sociales salariales qui permettra de gagner entre 10 et 5% de pouvoir d'achat, sachant que les consommateurs, les Calédoniens, ceux-là et les autres, sont un moteur essentiel du développement économique. Alors pour continuer ce tour de table, Philippe Blaise, pour la liste Avenir en Confiance, quelles sont les lignes forces en matière économique de votre liste? Attendez, je crois qu'il faut quand même d'abord partir du constat de la situation. On a une note de l'IOM qui vient de sortir, d'avril 2019, qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'on a perdu 1200 emplois dans le privé depuis 2015. On a une Donc chute... là, vous contestez le bilan directement, c'est pas sur les propositions de... La politique économique, elle doit répondre à la situation. On a 1200 emplois dans le privé en moins, on a une chute de 6% des immatriculations de véhicules, on a une baisse de 14% des transactions immobilières entre le premier trimestre 2018 et le premier trimestre 2019. Enfin, la situation, elle est catastrophique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde la Calédonie, on a perdu de l'emploi, on voit des fermetures d'entreprises, on a détruit des emplois, notamment dans le BTP, un emploi sur 10. Et quand vous regardez, puisque nous sommes élus au Congrès, nous votons tous les ans les budgets, le rendement des recettes fiscales, on avait 185 milliards de recettes fiscales en 2014, nous sommes tombés à 184 milliards avec des dépenses publiques qui augmentent. Donc l'urgence, elle est simple. Il faut relancer l'emploi. Et donc la politique économique qu'il faut mettre en place le 12 mai, c'est une politique de rupture, de changement, parce que si on continue 5 ans comme ça, on va dans le mur. Donc nous, ce que nous allons proposer, ce sont des mesures visant à recréer un choc de confiance, à redonner aux investisseurs l'envie d'investir en Calédonie,
parce que la situation est grave et il faut agir avec audace. Alors, est-ce qu'il y a des propositions concrètes qui sont faites par la liste Avenir en Confiance ? Oui. Il faut déjà arrêter ce qui a été fait depuis une mandature par la majorité qui est en place, qui est celle de Cahiers Ensemble, aidée par les voix des indépendantistes. C'est qu'on a tapé sur les entreprises, on a augmenté la pression fiscale et on a envoyé les mauvais messages. Vous savez, l'investisseur dans des petites économies insulaires comme les nôtres, comme à Tahiti, c'est quelqu'un qui a besoin de visibilité. Donc il faut créer de la stabilité fiscale et il faut surtout redonner aux gens envie d'embaucher et d'investir en Calédonie. Tous les jours, on rencontre des chefs d'entreprise qui sont prêts à mettre de l'argent ici, mais ils nous disent le 12 mai, si ça ne change pas, on va à Tahiti. Et on a des propositions notamment pour baisser les charges patronales, parce qu'aujourd'hui, c'est un frein à l'emploi de Calédoniens. Alors, on va rentrer dans ce débat dans un petit instant entre vous, mais avant cela, peut-être Jean-Louis d'Angleberme, vous, la vision du FLNKS en matière économique pour la mandature qui s'ouvre, quelle est-elle ? Mais je fais un peu comme mon ami Philippe Blaise, c'est-à-dire faire un constat très simple. Je ne vais pas revenir sur les 20 ans de stabilité institutionnelle que l'on a eu, les milliards injectés à travers le budget de la Nouvelle-Calédonie, les transferts de l'État, 200 milliards par an la Nouvelle-Calédonie, 150 milliards de l'État, et les investissements privés concernant les usines, on parle de milliers de milliards en 20 ans pour 300 000 habitants. Le constat, nous, c'est qu'en fin de compte, ça a profité à qui, cette richesse, pour le moment ? Le constat, c'est qu'il y a 17% des ménages qui sont en dessous du seuil de pauvreté, ce qui représente 54 000 personnes. Et dans le même moment, on a eu plus de 50 000 personnes qui se sont installées en Nouvelle-Calédonie. Et donc, moi, la problématique que l'on pose, nous, c'est le développement économique. Oui, on est d'accord. On va certainement partager certaines choses, peut-être pas tout. Le développement économique, mais au profit de qui ? Pour qui ? Nous, on dit d'abord pour la Nouvelle-Calédonie et pour les Calédoniens. Qui sont ces Calédoniens ? Ce sont ceux qui sont exprimés le 4 novembre. Le peuple calédonien, que nous on dit. C'est pour eux. Et c'est pas pour autre chose. Donc, question de répartition pour vous des richesses. Absolument. Je ne veux pas donner des chiffres, mais si on prend l'indice entre les plus pauvres et les plus riches, c'est-à-dire les 20% des plus pauvres et les 20% les plus riches, on est derrière les États-Unis, qui n'est pas un modèle de justice sociale en matière économique. Les États-Unis, ils sont à 8 et nous, on est à 9,7. Voilà. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le débat entre vous, maintenant, pour échanger peut-être un peu plus directement. Évidemment, Philippe Dunoyer, les sortants sont toujours attaqués sur leur bilan, bien évidemment. C'est ce qu'a fait Philippe Blaise en citant quelques chiffres. J'imagine que vous avez quelques précisions à apporter là-dessus. Oui, bien sûr, parce que la caricature n'a jamais remplacé la vérité des chiffres. Il y a des chiffres qui sont réels. Il y a effectivement eu dans le secteur privé une perte de 1200 emplois. J'observe que M. Blaise oublie consciemment de nommer les créations d'emplois dans le secteur public, et je sais pourquoi, puisque visiblement les emplois dans le secteur public ne sont pas aussi bons que ceux dans le secteur privé. Au global, M. Blaise le sait, le total des personnes qui ont un emploi salarié aujourd'hui n'est pas plus faible qu'au début de mandature, en milieu de mandature. À moins qu'on m'apprenne le contraire. On entendra Philippe Blaise dans un instant. Ces chiffres-là sont faits pour essayer de tenter de montrer une image qui n'est pas celle de l'économie calédonienne, même si des tensions existent, même si des secteurs sont en difficulté, le secteur du BTP naturellement. Quand j'entends dire qu'il faut redonner de la confiance pour qu'on vienne investir en Nouvelle-Calédonie, oui, c'est probablement ce qu'on n'a pas eu besoin d'avoir. Ceux qui proposent, on en a fait une petite liste, 200 milliards d'investissements dans les 2 ou 3 prochaines années. Alors, c'est pas beaucoup, peut-être 200 milliards pour M. Blaise. Je considère que moi, c'est une très bonne nouvelle que des investisseurs privés. Je parle d'investissement privé, bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que les collectivités continuent, chacune à leur hauteur, celle de leur capacité en tout cas, d'investir au soutien des entreprises dans leur politique d'investissement. Donc, non, mais voilà, après, on va pas se convaincre les uns les autres. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, les sortants sont victimes du cataclysme ambiant. Et je dis qu'il n'y a pas de cataclysme, je dis qu'il y a une attention particulière, une vigilance, une nécessité à faire en sorte que notre économie soit plus florissante, qu'elle permette de créer encore plus d'emplois qu'elle en a créé ces 5, 10 et 15 dernières années. Et je ne suis pas en accord non plus avec ce qu'a dit M. d'Angleberme, qui réduit également la totalité de ces 30 années à un constat qui, au final, est réel. Lui aussi, il y a 17% de la population en dessous du seuil de pauvreté. Mais quel était ce seuil de la population il y a une trentaine d'années ? Je pense qu'il était au-dessus. Donc, on a progressé collectivement, mais il reste, bien évidemment, c'est ni en 5 ans ni en 30 ans qu'on réduit tous les problèmes. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Revenons sur les questions de l'emploi. Philippe Blaise, perte d'emploi dans le privé, augmentation dans le public, et vous dites, parce que je sais ce que vous allez répondre, que les emplois dans le public ne créent pas de richesse. C'est pas ça, c'est que les emplois dans le public, il faut les payer avec des impôts. C'est-à-dire que lorsque vous avez une récession économique, parce que c'est ce qui se passe,
Alors, le gouvernement a voulu cacher les chiffres lorsqu'on a voté le budget primitif 2019. Il a caché le rapport du cabinet DME et du séminaire Amédée qui indiquait une récession. Il a sorti le rapport Syndex qui disait qu'on était à 3-4%. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que nous sommes en récession et les chiffres sur les immatriculations de véhicules, sur les transactions immobilières le montrent. Et quand on détruit des emplois dans le privé, qu'on compense artificiellement par des emplois dans le public, et là encore, je ne fustige pas les fonctionnaires, je sais que c'est ce qu'aime bien me dire Philippe Dunoyer. Les emplois dans le public, il faut les payer avec des impôts. Alors je rappelle l'évolution des recettes fiscales. J'ai donné la masse, 185 milliards en 2014, et on a régressé en 4 ans de mandature qu'a lié ensemble au gouvernement. 2 chiffres. Le chiffre de l'impôt sur les sociétés, qui montre l'appauvrissement de l'économie calédonienne. On touchait 35,5 milliards d'impôts sur les sociétés en 2014. On est tombé à 27 milliards. L'impôt sur le revenu des personnes physiques, on était à 22,8, on est tombé à 20,7. Tout ça, ça montre un appauvrissement des Calédoniens parce que le moteur de l'économie en Calédonie, c'est l'entreprise privée. Et je ne comprends pas la politique qui a été menée, qui a été axée sur l'industrie. Vous savez, l'industrie, c'est 20% seulement des emplois. Tout le reste, ce sont des services. Et la façon dont on a mis en place la TGC, qui était très violente, très hostile au monde économique, avec des mesures dirigistes, avec la compression des marges, tout ça a poussé des services, des commerces, à comprimer leur personnel, à licencier des gens. Et pendant ce temps-là, à Tahiti, où il y a eu un changement de majorité après Temaru, l'indépendantiste, Fritsch a pris le pouvoir, ils ont fait cette politique que nous voulons pour la Calédonie. C'est une politique de stabilité fiscale, un pacte de stabilité fiscale, des messages pour encourager l'investissement. Et on voit les Tahitiens qui étaient venus de Tahiti vers nous, aujourd'hui, prendre le chemin inverse. Eh bien, à Tahiti, sur les 9 premiers mois, ils ont créé 1400 emplois. Ils ont plus 11% d'immatriculation de véhicules. C'est le secteur privé qui est le moteur d'investissement, le secteur tertiaire qui porte l'économie. Et on voit une progression du BTP. Eh bien, nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut mettre un terme à cette politique socialisante, j'ai pas peur du mot, qui a fait fuir les investisseurs, qui aujourd'hui se traduit par des pertes de travail pour les jeunes Calédoniens, sachant qu'il y a 2000 jeunes Calédoniens qui arrivent sur le marché du travail tous les ans, pour justement reprendre une politique pro-entreprise et favorable à l'investissement privé. En gros, le débat qui risque de sous-tendre vos interventions, c'est évidemment entre une économie administrée et une économie très libérale, où chacun a ses positions. Philippe Dunoyer. Je ne veux pas monopoliser la parole. On entendra sur la question de l'emploi Jean-Louis d'Anglebert dans un instant. Nos adversaires veulent faire croire que nous sommes pour une économie administrée. Le secteur privé, en nombre d'emplois, et c'est très heureux, le double du secteur public. Le secteur privé n'est pas totalement en crise. Il y a le secteur du commerce, le secteur des services qui crée de l'emploi. Monsieur Blaise oublie de le dire, mais si, il faut regarder les derniers chiffres. Vous avez regardé les chiffres qui vous plaisent parce que malheureusement, il y a des secteurs pour lesquels ça va moins bien. C'est vrai, mais il y a aussi des secteurs pour lesquels ça va mieux. Dans le secteur privé. Et dire et prétendre et réduire la nécessité de créer des emplois publics dans des services en disant, oui, mais on est obligé de créer de l'impôt pour les financer, mais ce sont des gens qui sont aussi des consommateurs, ce sont aussi des gens qui payent leurs impôts comme les autres. J'entendais tout à l'heure qu'on avait une plus grande pression fiscale et on vient de nous démontrer qu'il y a moins d'impôts. Tout ça n'est pas cohérent. La seule nécessité qu'il nous faut absolument aborder, et tous ensemble et de front, c'est de voir comment, avec les entreprises calédoniennes, subvenir là où c'est nécessaire, dans des secteurs en difficulté comme le BTP, à leurs besoins immédiats. Et je crois que les 200 milliards d'investissements dont je parlais tout à l'heure, dont je ne suis absolument pas à l'origine, ce sont des investissements privés. Je ne sais pas combien de milliards qui sont investis en ce moment en Polynésie française, qui a l'air d'être l'alpha et l'oméga pour M. Blaise, mais tant mieux pour eux si ça fonctionne mieux. Ça a moins fonctionné ces quelques années. 200 milliards d'investissements, ce sont des perspectives importantes pour nos entreprises et il faut qu'il y en ait d'autres. Jean-Louis d'Anglebert, sur cette question de l'emploi et du travail auprès des entreprises. Oui, tout simplement, on peut prendre la référence de la Polynésie, mais si je reviens sur aussi ce que je disais tout à l'heure, le nombre de personnes en dessous du seuil de pauvreté il est encore supérieur en Polynésie que celui de la Nouvelle-Calédonie. Pour autant, l'économie en Nouvelle-Calédonie, elle se base sur sa richesse. Donc nous, indépendantistes, on a une stratégie concernant la richesse de ce pays, notamment en termes de mines. Donc, et dans cette stratégie, nous continuons à défendre ce qu'on a toujours défendu, c'est-à-dire valoriser la richesse propre de ce pays, en faisant en sorte qu'on soit de plus en plus des métallurgistes, plus tard des affineurs, parce que c'est là où on gagne, on gagne de l'argent, et pas l'inverse, comme on voit actuellement la SLN, qui est obligée, pour se renflouer, de demander d'extraire du minerai de nickel, c'est à taper dans la montagne, pour renflouer sa société. Voilà. Donc nous, on n'est pas d'accord là-dessus. D'autant plus que lorsqu'on exporte une tonne équivalent métal en minerai, c'est 375 000 francs, et lorsqu'on exporte une tonne de métal, c'est 1 300 000. Donc nous, c'est valoriser notre richesse et faire en sorte que d'abord cette richesse serve
à la population de ce pays. Alors j'aimerais bien qu'on s'arrête un moment sur la TGC quand même, qui a été une grosse réforme mise en place. Aujourd'hui, j'ai l'impression que chacun veut un peu la modifier. Il y en a qui disent il faut qu'on exonère de TGC un certain nombre de produits, d'autres qui disent de 5 taux, il faut qu'on repasse à 3 taux, d'autres, Philippe Noyer, qui ont mis la TGC en place, mais je ne vais pas dire à reculons, mais sans y croire vraiment. Philippe Germain le disait lui-même, c'était pas une loi qu'il a menée, une réforme qu'il a menée avec plaisir. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la TGC? Est-ce qu'elle doit rester en l'état dans les 5 ans qui viennent ou est-ce qu'il va falloir lui apporter des modifications? Jean-Louis d'Angleberme. Oui, sur la TGC, on assume totalement, les indépendantistes assument le vote de la TGC. La TGC, c'est une réforme importante. On est passé d'un statut de fiscalité coloniale à un statut de fiscalité moderne. 20 ans qu'on réclame cette TVA, enfin, cette TGC. Donc vous n'y touchez pas dans les 5 ans qui viennent? Non, c'est pas ça. On a dit, moi ce que je dis, c'est que le gouvernement qui l'a mis en place, nous l'avons défendu. Pourquoi? Parce que l'outil est en place. C'est sûr qu'il faudra réajuster. Les pays qui ont mis en place du jour au lendemain la TVA, ça n'existe pas. Ils ont mis un an ou 2 ans à ajuster en fonction des problématiques de chacun. Donc moi je salue en tous les cas le travail du gouvernement sur la TGC, parce qu'aujourd'hui on a un vrai outil dont tout le monde en parle pour s'en servir, pour tourner les boutons. Il est en place. Je rappellerai que la seule tentative qu'il y avait eu auparavant, elle avait obtenu 0 voix au Congrès. Oui, mais dans des consistances politiques particulières, en termes de boutade. J'en conviens. Pour autant, je veux dire, aujourd'hui, il y a un véritable outil fiscal à la disposition des décideurs de ce pays. Philippe Noyer, il faut toucher la TGC dans les 5 ans qui viennent? Mais c'est une réforme qui a bougé un peu plus d'une trentaine de milliards de francs. Une cinquantaine de milliards, pardon, 51 milliards. Donc ça a bougé un tiers de nos recettes fiscales. Donc c'est une vraie révolution fiscale à notre échelle. Nécessairement, quand on fait bouger un tiers des recettes, on prend des risques qu'il y ait des erreurs dans certains secteurs. Aucune réforme de cette ampleur dans tous les pays qui l'ont conduite. Je prends juste par exemple la métropole. Continue de changer régulièrement les règles en matière de TVA. Et pourquoi? Parce que, alors, je ne parle pas du début bien sûr. Mais c'est parfois compliqué. Quand on bouge les taux, par exemple, c'est forcément très compliqué. La question des taux est une question qu'on peut toujours réouvrir. Moi, je me souviens très très bien des débats au Congrès, et très très bien pourquoi, alors, quand nous étions en commission, tout le monde était d'accord pour que de 4 taux, on passe à 5. Qu'on puisse avoir envie de changer, moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est une réforme qui ne pourra de toute façon s'appliquer intelligemment à la situation économique du territoire qu'en bougeant au fur et à mesure des soubresauts que connaît l'économie. Donc oui, il va falloir en changer. Je rappelle qu'elle a été voulue par l'ensemble des partenaires sociaux, alors patronaux c'est sûr et salariaux quasiment à l'unanimité. Elle a été portée aussi par une majorité de groupes politiques. C'est vrai, vous avez raison qu'au départ nous étions très réticents parce que nous craignions qu'une instauration brute d'un seul coup amène de l'inflation, d'où la marche à blanc, etc. Et oui, c'est un et l'encadrement des marges. Et l'encadrement des marges, effectivement. C'est pour ça qu'il faut donc effectivement faire vivre ce dispositif et tendre à l'améliorer continuellement. Alors comment améliorer ce système de la TGC, Philippe Blaise? Il y a 2 choses. D'abord, effectivement, la réforme de la TGC, qui est une réforme de type TVA, elle est consensuelle. On a voté ce texte. On constate à l'usage des dysfonctionnements dans sa mise en place. D'abord, sur le long terme, il faut effectivement simplifier les taux parce que c'est très compliqué pour les entreprises de gérer autant de taux. Vous avez des cas, par exemple, d'un fleuriste qui, lorsqu'il compose un bouquet, doit avoir appliqué des taux différents. Moi, une fois, je suis allé prendre un café, il y avait un sucre dedans, on me l'a taxé parce que c'était une boisson sucrée. Enfin, on marche sur la tête. Donc, il faut améliorer ça. Je pense qu'il y a une claire sous-estimation du gouvernement de l'effort que devaient faire les entreprises pour mettre en place la TGC, alors qu'on avait l'exemple de Tahiti. Il y a eu là vraiment un manque d'accompagnement. Mais après, il y a la question de la loi dite mal nommée compétitivité qui a encadré les marges. L'autorité de la concurrence avait dit qu'il ne fallait pas le faire, parce qu'ils savent que ça ne marche pas ailleurs dans le monde. Nous avons dit qu'il ne fallait pas le faire. Qui a une vocation limitée dans le temps, il faut le rappeler. Et le résultat, et d'ailleurs qui a été censuré en partie par le Conseil constitutionnel pour son caractère systématique. Eh bien, cette disposition contre laquelle nous avons voté, elle a détruit des emplois dans le commerce. Et M. Dunoyer disait que l'emploi avait augmenté. Je l'invite à regarder le graphique d'évolution entre 2015 et 2019 du rapport de l'IOM. Il verra que ce n'est pas le cas puisque la courbe elle est en dessous. Donc aujourd'hui, eh bien, cette politique, il faut y mettre un terme parce qu'elle est contre-productive. Encore une fois, on détruit des emplois de Calédoniens. Et on n'a pas eu en échange la grande promesse qui avait été mise en place, qui était de baisser le coût de la vie. On nous a dit du 0,1%. Mais le Calédonien qu'on rencontre tous les soirs en réunion, qu'est-ce qu'il nous dit? Ok, ça a baissé sur les chips, sur les boîtes de sardines, mais mes 4 pneus de pick-up sont passés de 100 à 125 000, je les paye. Et donc, ce qu'il faut,
c'est prendre le contre-pied de cette politique qui est une politique dirigiste et qui ne marche pas. Ce qu'il faut dans ce pays, c'est laisser les entreprises faire leur travail. Il faut ouvrir la concurrence. Et là, on a une proposition. Il n'est pas normal, et là, c'est une surveillance coloniale, qu'on ait les droits de douane à 10%, qui font une distinction entre les produits qui peuvent venir de nos voisins directs anglo-saxons et les produits qui viennent d'Europe. Ouvrir notre marché à l'approvisionnement au plus près, c'est la meilleure façon de faire baisser les prix, d'avoir plus d'offres et peut-être de faire revenir aussi des enseignes concurrentes qui vont alimenter la concurrence et la guerre des prix entre les distributeurs. Philippe Dunoyer. Oui, vous me permettez peut-être de glisser un peu vers un autre sujet parce que pas trop, mais un sujet important. Mais bon, la TGC est un sujet qui est par nature polémique. À chaque fois, on va se renvoyer des chiffres les uns aux autres. Mais on a l'impression que c'est un peu comme la météo. Il y a la température réelle et la température ressentie. C'est toujours pareil. Après, chacun devrait regarder les chiffres. Voilà. Non, si ça avait été un succès, Philippe Germain serait encore. Mais c'est vrai que sur les chiffres, on pourrait faire des émissions. Plutôt que d'ironiser sur la situation du président du gouvernement qui a fait un choix courageux et personnel. Je ne pense pas. Vous lui demanderez. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a eu la construction de l'hôpital pendant cette période, M. Blaise, vous l'oubliez allègrement, et celle des usines aussi. Donc évidemment, comparer une période pendant laquelle on avait le plus gros investissement public de l'histoire et la fin de la construction de certaines usines, bien sûr qu'au total, la somme des emplois extraordinaires fait que à la fin, il y a eu une baisse. Mais quand on regarde, indépendamment de ces chantiers extraordinaires, le total des emplois n'est pas aujourd'hui moins élevé que celui qu'en début de mandature. Mais peu importe, on ne se convaincra pas là-dessus. Moi, je voulais simplement dire quelque chose 1800, tout à l'heure. Voilà. Oui, non, mais qu'il y en ait moins d'un côté, plus de l'autre. L'essentiel, c'est qu'il y ait le plus possible de Calédoniens qui aient un travail et que ce travail soit mieux rémunéré, que leur pouvoir d'achat augmente, parce que ce sont des consommateurs, y compris les fonctionnaires. Je voulais simplement dire que dans les propositions, parce que vous nous avez invité pour ça aussi, M. Baudin sur RRB, dans les propositions en termes d'accompagnement de financement des entreprises, parce que c'est une ressource dont elles sont toujours friandes, et elles ont le mal à la trouver, en plus du fonds d'épargne dont je parlais tout à l'heure, qui reste à constituer, mais qui, je pense, est susceptible de réunir en Calédonie une somme importante. Il y a aujourd'hui, dit-on, 400 milliards qui sont à l'extérieur. On ne va pas envisager que les 400 milliards reviennent, mais supposons qu'un quart de cette somme soit investi en Nouvelle-Calédonie. Ça ferait 100 milliards qui seraient mis à la disposition de l'économie. La redevance d'extraction, j'en dis deux mots aussi, parce qu'on souhaite la mettre en place pour qu'elle bénéficie notamment à la diversification de l'économie calédonienne, avec des mesures, bien sûr, à tempérer en fonction du cours du nickel. On a aussi une proposition pour accompagner les entreprises avec, en tout cas, ceux qui sont les business angels, comme on dit, qui ont des fonds, qui sont prêts à accompagner des jeunes entreprises avec la création d'un crédit d'impôt financement et développement des jeunes entreprises ou un crédit d'impôt innovation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aussi constater qu'il manque des outils pour accompagner et permettre l'accès au meilleur financement pour les entreprises, parce que de toute façon, que ce soit les banques qui ont des règles internes qui leur interdisent d'aller au-delà d'un certain seuil, et pourtant, si Dieu sait si elles prêtent beaucoup aux entreprises, il faut aller rechercher aussi de la matière là où elle existe et permettre à ceux qui l'ont d'être incités fiscalement pour accompagner, encore une fois, l'investissement. Alors, le FLNKS, de son côté, par rapport aux entreprises, quelle est sa politique, quelle est sa philosophie? J'allais dire aider les entreprises ou limiter leur champ de compétences? Non, absolument. Tout à l'heure, il parlait de l'industrie locale. Nous défendons cette industrie locale pour une simple raison. Ces industries... Oui, donc quand on parle des entreprises, vous parlez d'industrie locale, c'est pas l'ensemble des entreprises. Oui, c'est l'industrie locale. Pourquoi on défend ces entreprises? C'est parce que c'est dans ces entreprises où on a l'insertion des jeunes les moins formés et donc nous, on est pour soutenir cette industrie. Je donne un exemple, on parle de la délinquance, on a fait des crédits d'impôt pour installer des caméras, etc. Mais moi, je préférerais qu'on fasse des crédits d'impôt au soutien des entreprises qui prennent des jeunes en formation par alternance ou en apprentissage. Parce qu'on a une insertion. Le problème, là, c'est le rôle social de l'entreprise, c'est pas son aspect économique. Mais l'entreprise, elle a un rôle social, une responsabilité sociale. Non, mais on parle économie dans ce... Oui, non, mais économiquement, c'est créer de l'emploi. On est bien d'accord. Nous, on sera toujours les défenseurs de cette industrie. Je rappellerai que c'est quand même cette industrie qui a été l'amortisseur de deux crises économiques mondiales qu'on n'a pas vues ici, parce que notre production locale, elle est liée au marché local qui était relativement protégé, en dehors des investissements. Donc nous, on est les défenseurs de l'industrie locale et de la production locale. Après, bien sûr, peut-être des situations de monopole pour cette industrie, on n'y est pas tout à fait d'accord. Il faut permettre une partie ouverte. Pour autant, on est pour défendre cette industrie. Philippe Blaise. Ouais, non, mais je crois qu'il faut être extrêmement pragmatique. Alors, j'ai entendu Rocco Amitan dire que les indépendantistes proposaient de faire un grand emprunt de 100 milliards pour investir dans des projets publics. Enfin, il faut quand même dire les choses. La Calédonie, elle est surendettée.
La Nouvelle-Calédonie, elle est à 90% de taux d'endettement, enfin 88, 89. Et ça, c'est le bilan de la mandature actuelle. Ça veut dire qu'on n'a plus de marge de manœuvre dans le public. Ça veut dire qu'il n'y a que l'investissement privé qui, aujourd'hui, peut relancer la machine économique, redonner des emplois à tous nos jeunes. Et donc, il faut, de façon urgente, ce pacte de stabilité fiscale et envoyer des messages positifs aux entreprises. Donc, stabilité fiscale, respect des investisseurs, et il faut baisser le coût du travail. Parce qu'en Calédonie, depuis 20 ans, les charges patronales augmentées sont arrivées au niveau de la métropole. Et ça c'est un frein à l'embauche, et c'est un frein notamment à l'embauche des jeunes qui n'ont pas de formation. Donc nous proposons ce contrat social qui consiste non pas à se servir de la TGC pour promettre de baisser les prix, parce que ce n'est pas réaliste, mais dire ce qu'on va gagner comme rendement supplémentaire sur la TGC, eh bien on va le prendre, et pour 1 franc gagné de plus sur la TGC, on va faire 1 franc de baisse des charges patronales, et ce franc sera restitué intégralement sous forme d'augmentation de salaire ou de nouvelles embauches. Et à côté de cela, il y a des gros moteurs dans l'économie cayenne, et je voudrais parler du nickel. Il faut être clair, si demain la SLN elle tombe, la CAFAT tombe, la Calédonie tombe. La SLN, c'est 15,5 milliards de salaires. C'est 30 milliards de contrats de sous-traitance. Et donc, nous nous réjouissons que les autorisations d'export aient été données parce qu'elles sont essentielles pour donner du cash avec des exportations de minerais 1,8 qui est très rémunérateur pour sauver la SLN. Je rappelle que les usines pays, elles donnent des emplois à nos jeunes, des emplois très bien rémunérés, beaucoup plus d'ailleurs que les usines que l'on fait, même si on a 51% à l'extérieur, parce qu'elles ne rapportent que quelques dividendes. La SNNC, l'usine de la SMSP en Corée, n'a rapporté que 1 milliard par an depuis 10 ans. Philippe Dunoyer, baisser les charges patronales. J'ai entendu donc lorsque la TGC rapportera plus, avec ce rendement supplémentaire, on pourra baisser les charges des entreprises. Oui. C'est ça. Donc, on est en train de nous annoncer qu'il faut que la TGC rapporte plus. On est donc en train de nous annoncer qu'il faut que la pression fiscale issue de cette TGC, non, pas du tout, c'est pas ça. Vous Parce que moi, je ne vois pas comment la TGC pourrait rapporter plus avec un volume qui soit suffisamment important pour réduire les charges patronales. Mais permettez-moi, parce que les charges patronales bénéficient déjà... Mais vous lui prêtez une intention et il n'a pas dit comment. Il me répondra dès que j'aurai fini. Allez-y, alors. Mais je vais faire vite, si vous permettez. La réduction des charges patronales, c'est déjà un dispositif qui existe. C'est pour ça qu'on a axé notre proposition d'augmentation du pouvoir d'achat des salariés sur une réduction des charges salariales, qui permettent justement aux entreprises à qui ça ne coûtera rien, aux salariés de bénéficier d'un pouvoir d'achat supplémentaire. Que le travail sur les cotisations soit un travail à mener globalement, pourquoi pas. Il faut le mener avec les organisations syndicales, les institutions. Il faut faire quand même très très attention parce que chacune de ces cotisations sert aussi à alimenter les différents régimes sociaux de la CAFAT, dont celui auquel tout le monde pense, celui du REAM qui est en difficulté. Donc moi je veux bien que tout soit dans tout et réciproquement, et que tout d'un coup la pression fiscale n'augmente pas mais qu'elle rapporte plus de TGC, et qu'en même temps on baisse les cotisations des patronales, pourquoi pas, qui du coup créeront des difficultés dans les régimes sociaux, mais non, parce que tout ça, moi je n'ai pas compris quel était le fil et le point commun entre l'augmentation spontanée de la TGC. Je vais essayer d'être pédagogique. Pas trop long mais pédagogique. Oui. Il y a des choses qu'on partage, c'est-à-dire que de toute façon, il s'agit de ne pas amputer les recettes de la CAFAT. Et donc il faut compenser les baisses, qu'elles soient sur des charges sociales ou des charges patronales. Simplement, en Calédonie, depuis 20 ans, ce sont les charges patronales qui ont augmenté et qui ont rendu le travail non compétitif. Les charges salariales, elles sont très inférieures à la métropole. Donc c'est pas là qu'il faut... De toute façon, pour le salarié, c'est neutre. Il aura de toute façon une augmentation de son salaire. Les entreprises restitueront cela sous forme de masse salariale. Ce que nous disons en revanche, c'est que partout dans le monde... Mais vous voulez les y contraindre ? Partout dans le monde, la TGC, les TVA servent à collecter de l'argent sur une assiette très large qui est moins douloureuse pour la population. Et on doit moins faire pression sur le travail parce que ça ne sert à rien de promettre qu'on va donner du pouvoir d'achat aux gens s'ils n'ont pas de travail. Ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, les emplois que vous avez détruits, c'est le bilan de votre majorité depuis 4 ans dans le privé, explique le déficit du REAM. Ce sont des gens qui ne payent pas de cotisation. Vous pouvez pas dire mais c'est ça la réalité, il faut l'assumer. Mais non, mais il ne faut pas dire des bêtises. Si votre bilan était bon, Philippe Germain serait un nouveau candidat. Il ne l'est pas, il est parti parce qu'il a échoué. Mais sa politique, c'était la vôtre. La baisse des cotisations au REAM, d'abord, elle est fausse, ils ont augmenté les cotisations au REAM. La situation économique du REAM, son déséquilibre budgétaire, c'est l'augmentation des dépenses plus vite que l'augmentation des recettes. Il ne faut pas tout ramener non plus de manière caricaturale à tout ça. Ça n'existe pas. Moi, je comprends. C'est un parti pris politique que vous souhaitez augmenter les taxes à la consommation pour réduire les cotisations patronales. C'est une information importante. C'est dommage que Philippe Dunoyer soit obligé de dire des choses qui sont inexactes. Ne caricaturez pas alors. Ne caricaturez pas, parce que tout est de la force de Philippe Germain. Le rendement de la TGC, c'est pas le taux de la TGC. La TGC, son rendement va augmenter tout simplement parce que la population augmente, parce que la consommation augmente. Et spontanément, ça va créer du travail.
sans contraindre les entreprises, bien sûr. C'est malheureux de ne pas vouloir comprendre les choses. C'est pas clair. Jean-Louis d'Angleberme, sur ces sujets-là. Bon, très rapidement, on parlait de la SLN tout à l'heure, on n'est pas là pour faire en sorte que la SLN ferme les portes. Pour autant, nous, on dit que ce que nous propose la SLN pour sauver les meubles, on n'est pas d'accord. Voilà, ça c'est très clair. On avait compris. Non, ok. Deuxième chose, vous avez parlé d'endettement, d'endettement de la Nouvelle-Calédonie. Oui. Je suis d'accord avec vous. Oui. Peut-être il faudrait peut-être un peu faire autrement, souvent. Parce que l'endettement de la Nouvelle-Calédonie est en partie dû aux garanties d'emprunt pour acheter les avions, pour ceci, pour cela. Et actuellement, on est au taux maximum le taux de la capacité d'emprunt, elle est quasiment nulle. Mais en ce qui concerne les garanties d'emprunt, il faut peut-être changer de façon de faire et peut-être regarder en face. Vous parlez du Vanuatu. Le Vanuatu, ils vont avoir 4 avions Airbus dans leur compagnie, alors que nous, ça a été la croix et la bannière pour en acheter 2, défiscaliser, etc. Donc peut-être aborder les choses différemment et cesser de croire qu'il faut acheter des avions pour transporter des gens. Ça déjà. Donc, et 4 Airbus et en plus 2 en commande encore. Ça va 6 Airbus. Alors, il faut peut-être regarder un peu comment on fait à côté où ils n'ont pas de défiscalisation. Très rapidement, je voudrais dire à Jean-Louis d'Angleberme que le problème qu'on a, c'est que l'endettement de la Calédonie, elle est au taquet sur sa dette propre, pas sur sa dette qu'elle garantit. Et c'est pour ça que nous n'avons plus de marge de manœuvre. Mais il aborde un sujet qui est extrêmement intéressant. Je parlais de l'ouverture de la concurrence à la grande distribution parce que c'est comme ça qu'on fait baisser les prix. Eh bien, dans l'aérien, effectivement, aujourd'hui, c'est inacceptable que les Calédoniens soient prisonniers de leur propre pays et soient étranglés. Parce qu'on n'a qu'une seule compagnie. Vous savez, c'est le gag, merci d'avoir choisi Air Calin. Ben non, on n'a pas choisi Air Calin. Et nous, ce que nous voulons, c'est que la feuille de route d'Air Calin change et que Air Calin puisse, d'une façon ou d'une autre, proposer un billet à 50 000 francs maximum pour sortir de Calédonie pour aller en Australie. Alors effectivement, aujourd'hui, le modèle, il n'est pas bon parce qu'on a pris des longs courriers pour desservir l'Asie, Tokyo, je ne sais pas où. Alors que ce dont on a besoin, c'est des flottes de moyens courriers qui ont des rotations importantes pour aller en Australie. Et de là, il y a des hubs et les Canadiens, ils partent par la route du Sud. Et c'est pour ça qu'on n'a pas été d'accord avec la garantie qu'a donnée la Calédonie à Air Calin la dernière fois. Un mot là-dessus. Oui, je suis vraiment satisfait d'entendre M. Blaise là-dessus. Il est en train de développer ce que nous, on avait envisagé lorsqu'on a mis en place Air Calédonie International. Proximité avec les indépendantistes. C'est Philippe Dunoyer qui est là. C'est très clair. Comme s'il était content. Air Calin, c'est avant tout. C'est une question de bon sens. C'est ce que veulent les gens. Oui, mais avant tout. On se demande pourquoi il y a 11 listes en province. Non, mais Air Calin doit être avant tout une compagnie régionale et pas simplement servir à du confort pour aller directement à Paris en faisant escale uniquement à Tokyo où elle perd de l'argent. Très court sur ce sujet pour qu'on avance. Je me permets simplement de rappeler à vos auditeurs que ce conseil d'administration de cette compagnie tant décriée, Air Calin, a été présidé et très bien présidé par un membre du gouvernement qui s'appelle Bernard Deladrière, qui sait quelles sont les contraintes inhérentes à cette compagnie, qui a présidé au dossier de montage en défiscalisation de ces outils aériens. S'il a fait ce choix-là, avec bien sûr la direction et les personnels, c'est parce que bien sûr qu'on voudrait tous payer des billets moins chers. Il y a des contraintes qui sont inhérentes à cette compagnie. Il faut trouver, il faut pas dire qu'on est obligé, condamné d'avoir. On va pas faire tout le sujet. On n'est pas obligé d'avoir Air Calin en Calédonie. Juste un mot. Non, mais on n'est pas obligé d'avoir Air Calin ne monopolise pas l'aérien. C'est faux. N'importe quelle compagnie peut venir s'installer en Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, si des compagnies low cost le faisaient, par exemple avec l'Australie, peut-être qu'on aurait un moyen, sans forcément dégrader l'équilibre économique d'Air Calin, d'avoir des billets moins chers. Philippe Blaise, très court, et Jean-Louis d'Angleberme, très rapidement. On n'est pas là pour faire le procès de qui que ce soit. Je veux dire, les gens, ils ont suivi la feuille de route qu'on leur a donnée et ils n'ont pas eu d'instruction. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on constate que cette situation, elle est devenue intenable. Il y a eu un rapport très intéressant de l'autorité de la concurrence de Polynésie française qui dit que lorsqu'une compagnie est dans une situation de quasi-monopole, eh bien, elle prend ses aises, c'est-à-dire qu'elle a trop de personnel par rapport aux standards de la profession. Et on a vu à Tahiti que la compagnie Tahiti Nui était dans cette situation, proche de celle d'Air Calin. Et quand la concurrence est arrivée avec French Bee, avec les Américains, par magie, les prix ont baissé parce qu'ils se sont alignés. Et en Calédonie, il faut que nous ayons le courage politique de dire que nous ne pouvons plus continuer comme ça. On ne peut pas continuer avec les Calédoniens qui ne peuvent plus sortir chez eux, sauf à des prix prohibitifs. C'est pas possible. Loin de moi de condamner ceux qui ont les mains dans le cambouis pour régler au jour le jour les problématiques. Pour autant, je parle en termes de stratégie. On n'a jamais été pour cette stratégie, nous, les indépendantistes, concernant Air Calin et sa mise en place. C'est pour ça que je suis content d'entendre ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, c'est pas pour pointer les uns et les autres. C'est comme la SLN. C'est pas pour dire... Nous, au niveau stratégie, quelle est la stratégie de la Nouvelle-Calédonie en matière minière et qu'est-ce qu'elle veut faire de sa richesse qui n'est pas inépuisable?
Alors, pour terminer cette émission, parce que le temps tourne et on ne pourra évidemment pas évoquer tous les sujets de l'actualité économique qui sont évidemment très riches, on va peut-être parler pour terminer des outils d'épargne, parce qu'on sait que c'est une attente de beaucoup de monde. Est-ce qu'on peut en mettre en œuvre? Comment? Pourquoi? Mais avant cela, une question de Max Fouché, le président du Contracmin, qui écoute évidemment cette émission et qui pose cette question. Et il dit, vous parlez de développer, alors quand il dit vous, ça s'adresse à tous les trois, j'imagine, de développer, de soutenir l'économie. Mais pourquoi, demande-t-il, vous ne débloquez pas les grands projets privés au prétexte d'une réglementation européenne trop lourde, alors même que nous pouvons ici voter nos propres lois du pays? En gros, voilà, il y a des projets qui seraient bloqués parce que on n'a pas législativement la possibilité de le faire en raison des législations européennes. Peut-être qu'il fait référence à des dossiers précis que je ne connais pas. Une réaction là-dessus, Philippe Blaise? Je vois pas du tout de quel projet il s'agit, mais ce que je peux dire en revanche, c'est que les échos que l'on a du monde du BTP, c'est qu'effectivement, il y a des projets qui sont financés, qui sont bloqués parce que aujourd'hui, il y a peut-être une culture administrative un peu trop tatillonne. Et je crois que l'une des priorités que l'on aura, si les Canadiens nous font confiance, c'est de réunir l'administration et leur dire, sans violer l'esprit de la réglementation, il faut que les projets soient débloqués parce qu'il faut que de toute urgence, on dégage 30 milliards de travaux parce que derrière, ce sont des emplois à la clé pour les entreprises de maçonnerie, pour les gens, parce que la situation, elle est dramatique. Philippe Noyer? Oui, non, je ne connais pas le projet auquel fait référence Moi non plus, M. Fouché, mais j'en suis désolé. Mais mais par contre, ça me donne l'occasion de dire également qu'un outil très, très, très important auquel nous sommes très attachés, qu'on a défendu, je dis on, parce que ça se passe à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ça se passe à Paris, c'est-à-dire la défiscalisation, est pour nous un outil absolument nécessaire qu'il faut sauver. Il est en péril, il faut que chacun le sache. En métropole, notamment Bercy, entreprend toutes les mesures possibles et imaginables pour essayer de réduire le coût de cette dépense pour le contribuable métropolitain. Et c'est une dépense qui, aujourd'hui, est créatrice d'investissement et donc d'emploi. Donc il faut absolument la maintenir, c'est ce qu'on a prévu, la pousser, notamment dans le secteur minier. Alors je pense à M. Fouché parce que le secteur du roulage minier est aussi un dossier qui est en cours sur lequel on espère aboutir pour simplifier également le changement des outils miniers. Mais que ce soit des législations européennes ou nationales, en tout état de cause, ce qu'il faut, c'est effectivement simplifier. Lorsqu'un porteur de projet se présente, qu'il satisfait les conditions, il faut réduire les temps d'administration et d'instruction administrative. Jean-Luc Danglebert, vous voulez ajouter un mot sur ce sujet? Non, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais en tous les cas, nous, on est pour défendre l'initiative privée. On n'est pas pour une économie dirigiste telle qu'il est dite, ou voire des économies qui n'existent plus dans le monde actuel. Donc l'initiative privée, la démonstration dans le secteur de la formation, sur quoi je me suis battu, c'est d'arrêter que les organismes de formation attendent la commande publique pour vivre. Non, il faut que ce soit de la commande privée parce qu'on répond aux besoins de la commande privée et aux besoins. Donc sur le principe, on n'est pas là pour freiner l'initiative privée, bien au contraire. Alors, pour terminer, oui, vous voulez dire un petit mot, Philippe Blaise? Mais parler du financement de l'économie, le financement de l'économie, c'est pas compliqué. Il est très important pour que les capitaux restent en Calédonie, qu'on garantisse la stabilité de la parité avec l'euro. Et moi, je m'inquiète de la proposition qui est faite par nos collègues de Quai Ensemble de transférer une partie des compétences régaliennes, notamment la monnaie et le crédit. Parce que si vous voulez avoir un jour une dévaluation du franc CFP, c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce qu'on va faire marcher la planche à billets. Aujourd'hui, la garantie de la parité du franc CFP avec l'euro, c'est parce que la monnaie et le crédit sont entre les mains de l'État. Il faut comprendre comment ça fonctionne. D'abord, les gens, ils sont libres d'utiliser leur argent. Ils sont libres de souscrire des assurances-vie parce qu'on ne peut pas leur proposer ça en Calédonie. Ils sont libres de payer les études de leurs enfants à l'extérieur du territoire. Ils sont libres de partir en vacances. Donc, n'allons pas chercher à entraver les libertés. Ce qu'il faut, c'est de la confiance. Il faut que les gens aient envie de laisser leur argent en Calédonie parce que la Calédonie est un pays qui apporte une stabilité. Donc, il faut clairement de la stabilité politique. Il faut changer de majorité de façon à faire exactement ce qui s'est passé en Polynésie où quand Temaru a perdu le pouvoir avec ses Fritsch qui est arrivé, eh bien, ça a complètement changé la vie. Philippe Noyer. Oui. Je ne vais pas dire ça méchamment, mais je voudrais bien que M. Blaise me montre à quel endroit on a écrit qu'on voulait transférer la compétence monnaie-crédit. Ah ben j'ai la trace, c'est dans votre séminaire d'octobre 2016 privé que vous avez tenu au Sheraton Deva. Vous remercierez bien Karl pour la transmission de l'information. C'est pas lui, c'est un autre. Là, il y a des infos en off, mais bon, on va en revenir au thème. Aujourd'hui, et je l'affirme puisque vous m'invitez, donc je le dis, et les yeux dans les yeux, à M. Blaise qui ne me regarde pas, on est contre le transfert des compétences régaliennes. Est-ce que c'est clair dit comme ça? Vous confondez volontairement calédonisation, c'est-à-dire accessibilité à des Calédoniens à des emplois qui sont à l'intérieur de ces compétences régaliennes, avec transfert des compétences régaliennes. Je viens de dire qu'on soutient la défiscalisation nationale. Je viens de dire
que les outils de défiscalisation sont des outils nécessaires et qu'il faut absolument, alors évidemment qu'on est pour la parité de l'euro, mais la question ne se posait même pas si on est un peu objectif. Elle se pose peut-être avec M. Danglebert, mais pas avec nous. La question, elle n'est pas là. La question, c'est de permettre aux entreprises d'avoir accès, en plus des outils classiques que sont les banques, à d'autres fonds d'investissement. Et j'ai oublié d'indiquer, donc je me permets de le rajouter tout de suite, qu'une des propositions aussi consiste à modifier la loi organique, cette fois-ci pour permettre à nos établissements publics, en tout cas à ceux qui ont des fonds propres, et il y a environ 50 milliards qui sont disponibles, de ne pas être obligés de les placer au Trésor, n'en déplace au Trésor que j'affectionne beaucoup, mais qui ne rémunèrent pas ces fonds-là et qui ne bénéficient pas aux entreprises. Donc si les 400 milliards d'épargne placés à l'extérieur pouvaient en partie bénéficier aux entreprises, si les 50 milliards dont disposent les établissements publics, bien sûr sécurisés, pouvaient bénéficier aux entreprises, si des crédits d'impôt affectés à ceux qui ont de l'épargne pour soutenir les jeunes entrepreneurs pouvaient être au soutien, si la BPI pouvait enfin offrir la pluralité des outils français de soutien aux investissements des entreprises, ben là oui, pour le coup, les entreprises seraient aidées concrètement dans leurs besoins quotidiens. Alors, on va écouter juste Jean-Louis Danglebert sur cette question, parce qu'évidemment, vous, dans votre projet, la monnaie, le crédit 100% calédonien Nous, on est pour le transfert des compétences régaliennes, mais bon, à savoir si monnaie et crédit avec, non à savoir si c'est une compétence régalienne, hein, ça voudrait dire que la France n'est plus indépendante, puisque l'euro n'est pas une monnaie, elle est gérée par l'Europe et non par l'État. En tous les cas, c'est la monnaie de la France quand même. Oui, non, mais c'est l'euro, hein, ok. Donc là, à savoir compétences régaliennes. En tous les cas, on parlait de quoi là? En termes de compétences régaliennes, nous, on est pour l'accession à la pleine souveraineté. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Pour autant, indépendantiste. Bah oui, exactement. Heureusement. Bon, on s'y retrouve, c'est bien. Et au moins une chose est sûre, c'est qu'on ne change pas. Hein. Là-dessus, on dit toujours la même chose, on ne change pas. Vrai. D'ailleurs, petit à petit, on voit qu'il y a des choses où vous commencez à... pas chez nous, non. Oui, si. Philippe, vous y revenir sur cette question d'outils d'épargne. Si, on est d'accord déjà sur la vision qu'on a de notre compagnie aérienne, c'est déjà pas mal. Pour terminer. Non, mais, non, mais je laisse Jean-Louis terminer. Oui, non, vas-y. Non, effectivement, là où on a un point d'accord, et c'est à souligner, marquer d'une pierre blanche, c'est qu'effectivement, il faut changer la loi organique pour que les fonds des établissements publics soient logés en Calédonie, parce que c'était le cas avant. La CAFAT plaçait son argent sur les caisses des 3 banques qui aidaient à financer le système. Ça a été changé, et aujourd'hui, c'est une aberration que cet argent il soit en dehors de Calédonie. Maintenant, il faut qu'on ait en Calédonie une stabilité fiscale, qu'on ait un franc CFP qui soit garanti dans sa parité avec l'euro, et c'est comme ça qu'il y aura de l'argent qui viendra dans notre pays. Donc là-dessus, on est clair. Et les yeux dans les yeux, et c'est dommage, ça ne se voit pas à la radio, mais j'affirme, je persiste et je signe, à dire que Cali Ensemble a produit une feuille de route interne en octobre 2016 dans laquelle il était question de transférer la monnaie et le crédit, de transférer l'ordre public et d'avoir un siège d'observateur à l'ONU. Alors on va terminer cette émission. Ça a été fait, je l'ai publié, j'ai fait un post sur le sujet. On va terminer cette émission parce que le temps tourne, on a bien entendu les arguments des uns et des autres. On n'a pas le droit du mot de la fin ? Si, justement, mais je vais l'introduire, ce mot de la fin, si vous permettez, Jean-Louis Danglebert. On parle beaucoup d'une situation de crise économique, de récession. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression qu'on est plutôt vers la sortie de cette crise ou on est encore au milieu de la crise, et est-ce qu'il y a des réformes à mettre en œuvre de façon importante et rapide? Jean-Louis Danglebert, et ce sera le mot de conclusion. Oui, très rapidement, moi j'ai pas d'inquiétude de la capacité des Calédoniens à pouvoir régler les problèmes dont ils ont la compétence actuellement. En tout état de cause, on parle beaucoup de stabilité, de développement, etc. La stabilité d'un pays, c'est avant tout avec la première chose qui compte, c'est un minimum de justice sociale. Et c'est là-dessus que j'axe essentiellement. L'économie doit réduire les injustices sociales. On n'a pas le temps, on pourrait en faire un débat beaucoup plus large. Ça pourrait passer par un véritable contrat social qui transcende les générations, les partis politiques, etc. Pour le projet de société que nous voulons porter, quel que soit l'avenir de ce pays. Et donc c'est à travers ce contrat social qu'on pourrait se mettre d'accord et se légitimer chacun d'entre nous pour mettre en œuvre les réformes que l'on veut pour ce pays. En tous les cas, moi j'insiste sur l'injustice sociale par rapport au développement économique, qui est un constat et qui est une réalité. Philippe Dunoyer, mot de conclusion. Le mot de conclusion, c'est que l'économie calédonienne a besoin de rebond, a besoin d'être soutenue, comme toujours, mais toujours plus, puisqu'elle a progressé ces dernières années, mais elle a atteint maintenant un plateau. Il y a des secteurs qui sont en crise, d'autres secteurs qui se portent mieux. Il faut les soutenir. Mais ce dont a besoin essentiellement l'économie calédonienne, c'est de confiance. Et voilà un point commun que partagent M. Blaise et M. Danglebert, et que nous ne partageons pas à Calédonie Ensemble, c'est que nous sommes absolument convaincus
que la provocation du deuxième et du troisième référendum sont contre-productifs pour la création de ce climat de confiance. Et que créer un deuxième référendum dans 2 ans et un troisième dans 4 ans va générer un couloir pendant lequel les investisseurs et les consommateurs vont se retrouver inquiets, à juste titre, de la perspective. Et nous, on pense qu'il faut justement éviter ces référendums pour restaurer la confiance dont ont besoin les entreprises. Vous pensez qu'il faut les éviter, mais visiblement, ils sont inévitables puisqu'il y a des partenaires qui ne veulent pas les éviter. Donc voilà. Un mot de conclusion, Philippe Blaise. Oui, c'est un faux problème, les référendums, puisque Paul Nahitine a refusé la proposition de Philippe Gomez. Lui, il veut aller au référendum pour gagner. Non, ce qu'il faut... Mais vous aussi. On a eu une politique économique qui a été calamiteuse. Et si on a encore 50 catastrophes ensemble, le pays ira à la ruine. Donc il faut aujourd'hui mettre un terme à cette dérive. On a appauvri les Calédoniens, on a affaibli les finances publiques. La seule façon de faire, c'est de relancer l'investissement privé, de relancer l'emploi pour donner du travail aux jeunes. Parce qu'avoir un emploi, Monsieur d'Anglebert, c'est la meilleure façon de lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales. Et il faut effectivement un contrat social, c'est ce que nous proposons, avec une aide aux entreprises pour qu'elles puissent embaucher des jeunes qui n'ont pas de formation, pour les intégrer. On ne peut pas laisser des gens sur le bord de la route. Mais cela impose une stabilité, de la confiance, et donc d'envoyer les bons messages aux investisseurs privés qui sont ceux qui pourront faire redémarrer l'économie comme à Tahiti. Merci à tous les trois d'être venus dans ces jeudis de l'économie spéciale élection provinciale, avec évidemment ces questions autour de l'économie. C'est une émission que vous pourrez réentendre si vous le souhaitez sur notre site internet rrb.nc. Je vous souhaite à tous une très belle après-midi. Au revoir. Merci.